Bonjour à tous, bienvenue au tout dernier épisode de la saison d'Overtime. 32e épisode de cette troisième saison et on va finir en beauté avec Jean-Philippe Pressel-Wenger. Salut Jean-Philippe. Salut Jonathan, bonjour à tous. On va revenir avec vous sur la fin du championnat du monde 2023 qui a connu son dénouement dimanche avec la victoire canadienne face à l'Allemagne. On aura la prochaine heure pour en parler avec vous. On vous invite évidemment à nous poser vos questions comme à l'habitude sur le chat en commentaire. Donc, on salue déjà Kevin qui est fidèle au poste. Et on vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui sera disponible dans la journée sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud et Spotify en rediffusion. Donc, si vous ne pouvez pas passer l'heure du dîner complète avec nous, au moins, vous savez où nous retrouver. Ben, Jean-Philippe, sans plus attendre, on va commencer en parlant des champions et des médaillés de ce championnat du monde 2023. Voilà, c'était pas facile, mais on y est arrivé. Retour d'un long congé pour nous aussi, avec un petit 5 minutes de retard, avec des petits soucis. Mais voilà, donc tout est bon, on nous entend bien. Jean-Philippe, donc le Canada qui a remporté la médaille d'or après avoir connu un tour préliminaire convaincant dans certaines occasions. Ensuite, ils ont perdu contre la Suisse et contre la Norvège. Ça a été peut-être l'une des plus grandes surprises de ce tournoi, mais ils se sont bien repris lorsque ça comptait. À partir des quarts de finale, on a vraiment vu la vraie équipe canadienne. Oui, exactement. Bon, ça reste une équipe C ou D, on est d'accord, on a l'habitude de ça, mais pas de surprise finalement. Les voir gagner une 28e fois un titre mondial, voilà, c'est une fois de plus. Effectivement, ils ont réussi. Mais c'est souvent comme ça. On voit les pièces rapportées gentiment. Il y a un couac où on voit que ça ne joue pas très bien. Tout à coup, tac, ça se met en place. Les joueurs prennent l'habitude de jouer ensemble. Et puis souvent, le Canada finit très fort. Oui, et on a beaucoup parlé aussi de la performance. On va en revenir du gardien letton qui a d'ailleurs gagné le MVP du tournoi. Mais il y a un gardien du côté du Canada, pour ceux qui suivent la NHL et le Canadien de Montréal, ils le connaissent, c'est Samuel Montembeault. Il a aussi connu un très fort tournoi devant la cage canadienne. Ça a été le deuxième meilleur gardien du tournoi après le gardien letton, là, disons-le comme ça. Il a très bien fini également contre les Allemands, 21 arrêts, je crois, sur 23 tirs dans la victoire de 5-2 des Canadiens. Il n'est pas étranger à cette victoire-là. Le Canada qui avait quand même de bons joueurs arrivés de la NHL, mais comme tu l'as dit, c'est une équipe C ou D. Ça a été le même cas également des États-Unis. On aura la chance d'en reparler des États-Unis. Mais il y a quand même de grosses attentes année après année sur ces deux pays-là au mondial. Et là, le Canada qui réussit à aller chercher cette médaille d'or après avoir perdu l'an dernier contre la Finlande. D'ailleurs, ça a été l'affrontement de quart de finale entre les deux équipes. Et là, le Canada a vraiment il y avait peut-être un petit sentiment de revanche quelque part. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est de voir que la Finlande a beaucoup de peine à ramener ses meilleurs joueurs de NHL. Oui, il y avait Rantanen, mais contrairement à la Suisse ou Patrick Fischer, bon, malgré tout, on en parlera probablement après. Là, Kevin, la première question, c'est est-ce qu'on doit changer des choses du côté suisse? Là, on aura un sacré chapitre à attaquer. Mais la Finlande a de la peine à faire venir des joueurs majeurs de NHL. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu as une réponse. Mais je trouvais ça assez spécial. Enfin, ils ont été champions du monde, ils ont été champions olympiques avec cette équipe-là, quasi à peu de choses près. Cette fois, ça n'a pas passé. Voilà, on va donner du crédit au Canada et puis dire peut-être de jouer à domicile, ça les a un petit peu chamboulés, un peu plus que les Lettons, on va dire. Non, honnêtement, pour revenir à ta question, j'ai peine à comprendre pourquoi on peine à avoir des joueurs de la NHL en Finlande. Est-ce que la fédération ne veut pas payer les surplus d'assurance pour ces joueurs de NHL? Est-ce que ce sont simplement les joueurs qui disent non à l'invitation? Pourtant, je veux dire, Canada-États-Unis, c'est un peu normal dans une certaine mesure parce que le championnat du monde, c'est pas nécessairement dans la culture nord-américaine. C'est pas nécessairement un tournoi hyper important pour les Nord-Américains qui ont tous les yeux rivés vers les finales de NHL, vers même les finales de la Ligue canadienne de hockey. Donc, le championnat du monde passe vraiment dans un troisième temps.
Par contre, pour ce qui est des Finlandais, c'est quand même une culture, surtout que là, le tournoi est dans leur pays. Je me serais attendu également à plus de joueurs de la NHL qui débarquent pour la Finlande. Après, il y a aussi le fait qu'en NHL, c'est quand même 82 matchs, même pour ceux qui font les playoffs. Ils sont la moitié du temps sur la route, donc à l'étranger. Ils ne sont pas avec les familles. Est-ce que certains joueurs préfèrent avoir un peu de temps avec la famille, prendre des vacances tout de suite après la saison au lieu de retourner à jouer pour un long tournoi? Parce que mine de rien, c'est un tournoi qui prend place sur un peu plus de 2 semaines. Donc, peut-être que ça explique, mais c'est vrai que je serais curieux d'avoir un peu plus de détails sur ces décisions de ne pas joindre l'équipe finlandaise. On va parler aussi, Jean-Philippe, des États-Unis. Les États-Unis, eux, si le Canada est venu avec l'équipe C ou D, je pense que les États-Unis sont venus avec l'équipe E. Par contre, ils ont bien performé en ronde préliminaire, mais vraiment tout s'est écroulé pour cette équipe. Il y avait beaucoup de joueurs qui venaient des universités américaines, beaucoup de jeunes joueurs. On voulait vraiment avoir un peu de dynamisme, ce jeune dynamisme du côté des États-Unis. Et 4e position, c'est clairement un échec là, pour cette fédération-là, même si tu n'arrives pas avec ton équipe A. Oui, c'est un échec et le choix d'avoir pris des universitaires, ce qu'ils font assez régulièrement, était à mon avis toujours, c'est correct, quoi. Ça aurait pu marcher. Par contre, alors ça marche en tour préliminaire quand la pression n'est pas trop là. Puis ensuite, quand on a besoin de l'expérience de ces matchs coup près, peut-être qu'au niveau de ces universitaires-là, ça manque. Et puis, on sent que des équipes comme les Lettons, où il y a des joueurs d'expérience qui ont des années de KHL, de DHL, de NHL pour certains, en Suisse, qui ont l'habitude de ces matchs coup près, peut-être que ça, à ce moment-là, ça aide. Et à ce moment-là, on arrive, en plus, les Lettons à la maison. Bon, ça, c'était un peu spécial pour la médaille de bronze, mais puis ça ne s'est pas joué à grand-chose. 4-3, voilà. Je veux dire, ça aurait pu tomber de l'autre côté, puis on dirait quoi? On dirait, tiens, une jeune équipe américaine qui repart avec le bronze. Ouais. On n'est pas très loin. Il faut toujours faire attention quand on dit que c'est un échec. Oui, c'est un échec parce qu'il n'y a pas de médaille au bout. Mais quand on regarde comment ça s'est passé, voilà, perdre contre la Lettonie, personne n'y pensait, quoi. Non, ça c'est ça. Voilà. Ça, c'est certain. Personne n'avait imaginé la Lettonie sur le podium. Et tu parles justement de l'expérience lors des matchs coup près de ces jeunes joueurs de la NCAA. Il faut dire aussi qu'il y a peut-être l'expérience des matchs un après l'autre comme ça, plusieurs matchs ça dans aussi, une courte période de temps, parce que dans la NCAA, c'est 2 matchs par week-end. Donc, c'est un rythme, beaucoup plus d'entraînement que de matchs du côté de la NCAA, alors que là, tu es dans un tournoi où il y a plus de matchs que d'entraînement. Donc, c'est aussi de l'expérience à prendre du côté américain. On va parler des 2 grandes surprises peut-être de ce tournoi. On va commencer par la plus petite des 2, l'Allemagne qui se rend en finale, médaille d'argent. Et pourtant, ils ont affronté les 2 meilleures équipes de la ronde préliminaire pour se rendre dans cette finale. Oui, mais... Parce que si on regarde, l'Allemagne était dans un groupe compliqué avec pas le groupe de la Suisse du coup. On avait un peu l'impression, il y avait la Suède, il y avait les États-Unis, la Finlande, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait l'Allemagne et il y avait le Danemark encore qui était à la lutte. C'était un groupe clairement plus solide, plus compact, meilleur que le groupe de la Suisse. On n'enlève pas du crédit aux Suisses d'avoir gagné 6 sur 7, mais tout de même, le Kazakhstan, enfin, on peut en parler encore un petit bout. Les Suisses ne se prennent plus les pieds dans le tapis contre les petites équipes, ça c'est déjà pas mal. Par contre, quand tu dis que l'Allemagne après joue le meilleur, enfin joue la Suisse et puis joue le Canada, bon là voilà, en finale on a quand même vu une différence. Aussi, on a quand même vu une différence de niveau entre l'Allemagne et le Canada. Il y a eu un petit sursaut quand l'Allemagne a marqué en début de partie. Après, c'est pas une surprise de les voir là. Ils ont réussi, on se souvient, la médaille d'argent au JO, ces Allemands. Et on en parlera peut-être de la continuité plus tard, en parallèle avec ce qu'on pourrait dire sur Fischer. Mais la grosse surprise, c'est ça, c'est le nombre de licenciés. Si on regarde le nombre de licenciés, par exemple, c'est 21 000 licenciés en Allemagne. C'est peu pour un gros pays comme ça, contre les presque 600 000 au Canada. Et puis les Lettons, c'est encore pire, c'est même pas 8 000 licenciés. Et puis là-dedans, on a la Suisse avec 29-30 000 licenciés qui sort en quart de finale chaque fois. Pourtant, la formation est là, le talent est là, donc il ne faut pas regarder ce qui se passe en dessous.
plutôt en haut de la pyramide que ça coince. Il y a Kevin qui dit les Allemands ont mérité cette médaille d'argent. Ils ont joué en équipe et voulaient tout simplement plus que les autres. Il y a Jérôme qui parle de Maurice Seiner, de JJ Peterka aussi, qui ont été les deux piliers de cette équipe allemande. Ouais. Nico Sturm et Kaun, je veux dire, il y a du talent dans cette équipe allemande, hein, on est d'accord, et de la vitesse. Il y avait, dans les transitions, ils étaient extrêmement bien organisés défensivement, et quand ça partait très vite. Et comme tu l'as dit, il y a quand même une expérience avec les JO, d'avoir remporté une médaille, de jouer des matchs importants du côté de l'Allemagne. Il y a cette expérience-là aussi qui est tout bénef dans un tournoi comme ça, où tu peux surprendre certaines équipes qui n'ont pas l'habitude nécessairement d'avoir un groupe. Parce que, disons-le, les États-Unis, c'est un groupe qui change année après année. C'est jamais... tu n'as pas un groupe qui se suit, tu n'as pas un noyau qui se suit. Non. Au contraire, c'est toujours du renouveau. Donc, ils en ont profité, ils ont bien joué et c'est vrai que c'est tout à leur honneur. Et la grande surprise du tournoi, c'est évidemment la Lettonie. Je pense que tout le monde, dimanche, souhaitait que la Lettonie l'emporte, souhaitait que la Lettonie aille chercher cette médaille de bronze. C'est vraiment... la belle histoire. Bien sûr, un tournoi qui est présenté à domicile et ils vont chercher la médaille de bronze. C'est la première, si je ne me trompe pas, c'est la première médaille de l'histoire du hockey professionnel du côté de la Lettonie. C'est juste quand on voit aussi les images quand ils sont retournés au pays avec la marée humaine qui les attendait. C'était juste hallucinant. Puis il y a des joueurs qu'on connaît très bien dans cette équipe. Ouais. Alors, malgré sa superbe saison à Lausanne, j'ai fait pour ceux qui nous écoutent seulement et qui ne voient pas, j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Super saison de Ronald Skennins à Lausanne, il est médaillé de bronze du championnat du monde, tout comme Smirnovs, tout comme Tom Sandersons, le joueur de la Chaux-de-Fonds, Pounenovs, qui a quand même joué 5 minutes, mais que 5 minutes sur tout le tournoi. Et puis d'autres qui sont passés par la Suisse, on se souvient d'Agavin Chabern et puis de Mix Indrasis, qui a été important dans les matchs à élimination directe dans ce championnat du monde, qui avait passé une douzaine de matchs, 11 ou 12 matchs à Bienne. Grand gaillard, là, c'était intéressant de voir un petit peu. Et puis surtout, depuis 2011, jamais ils étaient allés plus loin qu'un quart de finale. Ils étaient sortis en quart de finale en 2000, je l'ai noté ça je crois, 2018, et puis sinon, jamais qualifiés pour les quarts. Donc effectivement, là c'est... À voir maintenant ce que ça signifie. Est-ce qu'on peut aller plus loin avec ces Lettons? Ils sont comme Burkhardt, Daugavin, Indrasis. C'est quand même des gars qui sont sur le Kennins. Pounenovs dans une moindre mesure, étant donné que comme gardien, tu peux peut-être tenir un peu plus longtemps. À voir s'ils arriveront à capitaliser sur ce moment incroyable et puis continuer à mettre en danger, à devenir autre chose que on va finir 5-6e du groupe et puis peut-être un quart de finale. Avec ça, peut-être ça donnera quelque chose de facile là, que tout le monde a hâte d'affronter pour remettre des points au tableau. Au contraire, honnêtement, la Lettonie, transportée, je pense, par le public, là, parce que tu l'as dit, la marée humaine qui les attendait, mais même tous les matchs qu'ils ont joués à la patinoire à Riga, c'était rempli, il y avait vraiment une belle atmosphère. Moi, j'avais évidemment, il y avait Régis qui était là-bas, notre collègue, mais j'avais d'autres amis qui sont allés également, qui m'ont envoyé des vidéos. C'était assez exceptionnel. Parfois, on le voit moins, on le vit moins à la télévision, cette espèce d'ambiance, mais par contre, quand les vidéos arrivent des gradins, c'est assez exceptionnel, toute l'ambiance qu'il y avait et toute cette effervescence autour de l'équipe lettonne. On doit quand même parler de l'équipe de Suisse qui s'est fait éliminer en quart. C'est vrai que c'est le sujet un peu glissant. On doit parler de l'équipe de Suisse qui s'est fait éliminer en quart de finale face à l'Allemagne. C'était jeudi dernier, donc ça fait tout près d'une semaine maintenant que cette équipe est éliminée. Je veux quand même ton sentiment sur ce tournoi pour l'équipe de Patrick Fischer. C'est un gâchis. C'est un gâchis parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. On a vu en phase préliminaire que c'est comme un peu le copier-coller de l'année dernière, quoi. C'est 6 matchs sur 7 de gagner. L'année dernière, c'était 7 matchs sur 7. Première place du groupe. On joue le 4e d'en face. On se dit l'Allemagne. C'était peut-être le moins mauvais tirage parce que quand on parle Suède, Finlande, Canada, États-Unis, bon là, le Canada était dans le groupe, mais on se dit que c'est plutôt pas mal. Et puis finalement, quand on regarde les résultats contre l'Allemagne, l'histoire ne parlait pas tellement pour nous. L'Allemagne, de son côté, se disait « Ah tiens, la Suisse, parfait, on a l'habitude, on sait comment faire, même avec un autre coach. »
Et puis je pense que ouais, les erreurs, c'est difficile maintenant. On n'est pas dans le vestiaire, on n'a pas toutes les infos pour véritablement analyser ça de manière, on va dire, techniquement impeccable. On a vu ce qui avait pu jouer, on a vu ce qui avait joué, on a vu ce qui n'avait pas joué. Comment expliquer que Ishii, Niederreiter, Fiala passent à côté d'un quart de finale? Tu as besoin de tes leaders pour battre n'importe qui, hein, l'Allemagne comprise. On a vu ensuite la suite du trajet des Allemands. Patrick Fischer prenait le blâme sur lui en disant ouais, c'est ma faute, j'ai pas su préparer mes joueurs pour ce quart de finale. Mais ça veut dire quoi alors? Si on n'est pas capable de tirer le meilleur des meilleurs au moment M, ce qui est quand même la base pour un coach qui veut avoir du succès. Après, si l'objectif c'est de se maintenir, alors voilà, mais c'est pas l'objectif. Quand on parle avec les responsables de la fédération avant le tournoi, en gros, on se contente pas d'un quart de finale. On vise le plus loin possible. Patrick Fischer disait, la Suisse va être une fois championne du monde. Ce sera peut-être pas avec moi, peut-être avec moi, mais voilà, l'objectif a changé. On a réussi à construire un groupe qui peut aller titiller le top 4, quoi. Ouais, je trouve que tu as bien raison quand tu dis gâchis parce que faut le dire, en ce moment, la Suisse, faut arrêter de voir la Suisse comme une équipe qui ne doit que se maintenir. C'est une équipe qui doit viser les médailles. Il y a le talent pour. C'est une équipe en ce moment top 6 mondial au championnat du monde, soyons honnêtes. Et faut en profiter de cette fenêtre-là parce que quand on regarde ce que la Suisse fait au M20, au M18, c'est très compliqué. On voit que la relève, elle n'est peut-être pas au niveau de la Suisse en ce moment. On va peut-être manquer un petit peu de profondeur. Il y a des joueurs suisses en NHL qui performent bien, qui font leur place. Il y en a de plus en plus. Ils peuvent pas tous venir, évidemment. Certains sont blessés, certains ont des raisons familiales, mais quand même, on avait un beau potentiel de médaille. Et comme tu l'as dit, c'est du gâchis. On profite pas de nos occasions du côté de la Suisse. Et là, ça commence à être trop répétitif pour que ce soit acceptable. Parce que des erreurs, comme par exemple les États-Unis qui perdent en finale de bronze, par exemple la Finlande qui se fait éliminer en quart de finale, ça peut arriver que ton match-up, que ton affrontement direct sur des matchs à élimination directe soit pas le meilleur pour ton équipe ou que tu passes tout simplement à côté de ton match. Mais là, c'est la répétition qui commence à être lourde, je pense, dans le cas de la Fédération suisse. Ouais. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'était une bonne idée de laisser Kukan, Giannoni, Ishii, Nino Niederreiter, etc. en tribune dans le dernier match contre la Lettonie? Alors oui, d'un côté, on peut se dire Nino était blessé, malade, Malgin malade, Ishii n'avait pas dormi de la nuit à cause du jet lag, Giannoni, Kukan, c'est les choix de l'entraîneur. Maintenant, si on bat la Lettonie, si la Suisse bat la Lettonie, j'étais pas sur la glace. Si la Suisse bat la Lettonie, on parle peut-être autrement. Voilà. Après, là, évidemment, d'un autre côté, si on met les gars fatigués sur la glace pour ce dernier match qui n'a pas de valeur, ou quasiment pas, et qui se blessent, tout le monde va tomber sur le dos de Fischer en disant « Mais attendez, pourquoi tu le fais jouer alors qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'on a un quart de finale à jouer dans 2 jours ?» Après, il y a la gestion de la pause. Entre la Lettonie, dernier match qualificatif, et puis le quart de finale, il y a 2 jours, personne n'allait sur la glace quasiment. À part pour un peu patiner. Il n'y a pas eu de mise en place, c'est un choix. Ils ont dit « Ok, on préfère miser sur la régénération. » Ben, ma foi, maintenant, voilà quoi. Ça avait fonctionné une fois, cette fois, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Ça rejoint là, à peu près les gens qui nous parlent dans le chat nous demandent, ben voilà, est-ce qu'on est toujours dans la bonne dynamique avec Patrick Fischer et Lars Weibel? C'est un couteau à 2 tranchants parce que les décisions dont tu viens de parler, de reposer les joueurs contre la Lettonie lors du dernier match de phase de groupe, le repos entre le 7e match, le dernier match de phase de groupe et le quart de finale. Si la Suisse passe, l'Allemagne, tout le monde applaudit ces décisions. Évidemment, ces 2 décisions-là ont joué contre Patrick Fischer. Moi, la seule chose que j'aime un peu moins de ces décisions-là, c'est que les joueurs, par exemple, les joueurs de la NHL sont habitués à avoir un calendrier assez rigoureux, à jouer aux 2 jours, des fois même 3 matchs en 4 jours. Et
parfois, ça casse un peu le rythme juste d'avoir une longue pause. Par exemple, là, Ishier qui n'a même pas joué le dernier match, donc ça lui fait un 3-4 jours où est-ce que le corps a le temps de redescendre un peu au lieu de rester au top niveau. Ensuite, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui a demandé de ne pas jouer parce que là, il était plus capable de passer certaines nuits sans dormir? Mais moi, j'ai un peu de difficulté avec même la préparation avant le match de l'Allemagne. Moi, j'aurais aimé qu'on garde l'intensité de la ronde. Et pourtant, les 5 premières minutes, on regardait le match ici ensemble. Les 5 premières minutes de la Suisse, on se disait « Wow! Ah, c'est bon, là, ils vont manger les Allemands. » Et s'ils marquent vraiment 2 goals, parce qu'ils auraient pu marquer 2-3 goals dans ces 5 premières minutes, ben l'histoire est différente aujourd'hui, puis on n'a pas les mêmes discussions. Donc, ils ont laissé l'Allemagne revenir dans ce match en n'ayant pas le but qui fait mal. Et puis, ils se font éliminer ensuite. Et je pense on peut en parler du goal, le premier goal de l'Allemagne donné par Robert Mayer. Évidemment, il doit prendre la responsabilité de ce goal-là. Je pense qu'il en est conscient. Mais après, la Suisse revient. La Suisse revient et ne profite pas du 5 minutes accordé par Moritz Seider avec la mise en échec sur Gaëtan Haas. Et en plus, tu ne profites pas de ces 5 minutes-là. Et le reste du match, l'Allemagne avait plus son meilleur défenseur et t'en profites même pas. Donc, c'est deux chances complètement ratées par la Suisse. Donc, quand on met tout ça bout à bout, ben, ça explique cette défaite-là contre l'Allemagne. Je pense que c'est même plus une question de mental, les Allemands ont rentré dans la tête des Suisses. Ça, je pense que c'est vraiment des opportunités ratées par l'équipe de Suisse qui auraient changé tout simplement l'allure du match et le résultat final. Puis on fait quoi avec ça, alors, Jonathan? Ben, honnêtement, est-ce que le statu quo est acceptable? Est-ce qu'on peut se permettre... parce que là, les résultats avec Patrick Fischer, ça commence à tarder. Oui, il y a eu un résultat dès le début quand il est arrivé, mais là, ça fait plusieurs années. 3 ans après, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans son premier mandat, dans ses premières années, mais ensuite, depuis, ça tarde. Ça commence à faire beaucoup de temps et on arrive toujours au même constat. L'équipe suisse a une bonne équipe de tournoi à la ronde. Mais lorsque ça commence à être sérieux, on s'écroule. On n'a pas d'espèce de sentiment d'urgence. Moi, c'est ce que j'ai senti dans le match contre les Allemands. J'avais l'impression que la Suisse se faisait contrôler, mais jamais avait le petit élément déclencheur, le petit sentiment d'urgence. Est-ce que du 109... À un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur la faute de Patrick Fischer. Ça, je ne suis pas d'accord de pointer qu'une seule personne dans une défaite collective. Mais est-ce qu'un nouveau message, est-ce qu'un renouveau dans cette équipe-là avec le même groupe pourrait faire du bien? Moi, c'est la question que je me pose et je pense que de l'essayer ne serait pas une mauvaise idée. Oui, mais il a un contrat jusqu'en 2024. Ouais. Hein, donc, c'est... Il faut trouver une solution. Maintenant, on fait quoi? Est-ce que si lui, il n'est pas forcément que responsable, parce que c'est pas lui qui est sur la glace finalement. Si tu es seul dans le slot avec un gardien à battre et puis que tu cadres pas, ben il peut pas faire grand-chose, ton coach. Une des solutions qu'on pourrait éventuellement envisager, alors il y a ce truc de la fédération qui dit Swissness. On veut rester avec un entraîneur suisse. En tout cas, la philosophie qui a été mise en place pour aller jusqu'au bout du Mondial 2026 qui aura lieu à Zurich et à Fribourg. Mais si on enlève Patrick Fischer et puis qu'on veut rester dans la Swissness, on met qui? Alors déjà, si on enlève Patrick Fischer du poste de coach, ok, mais tout ce qu'il a construit, il a réussi, il sait parler aux gens de NHL, il a construit une philosophie, il est on va dire un ambassadeur de l'équipe de Suisse aussi à l'extérieur, pas seulement sur un plan technique, mais aussi communication, etc. C'est un personnage, Patrick Fischer, il a joué en NHL, etc. Il a été coach, il a été champion de Suisse, etc. Bon, pas comme coach, mais il y a quand même, ce serait dommage de prendre Patrick Fischer puis de l'enlever complètement de l'équation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si on l'enlève du poste de coach, on met qui? Si on veut rester suisse, on peut donner les noms qui sont avec les équipes juniors. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a un qui te convainc? Volvend, lanceur de gourde. Marco Bayer, quel résultat? Marcel Yanni, Troneuf. Tchereda, peut-être trop tôt. Je ne sais pas, hein. Je donne les noms qui sont déjà dans le giron de la fédération. Ça, c'est si on veut rester suisse. Est-ce qu'il y a un coach suisse à l'étranger? Pas que je sache. Non, en tout cas, il y avait Christian Weber en Autriche il y a quelques années. Voilà. Où est-ce qu'on veut aller avec ça? Et puis si tout à coup on décide de dire, bon, alors on veut garder la Swissness, on veut garder la même philosophie jusqu'en 2026, parce que c'est demain. Hein. Si on met un nouveau coach, il faut tout reconstruire.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est peut-être Weibel qui n'a pas les épaules? Mais comme tu dis, le contrat est jusqu'en 2024, on veut aller jusqu'en 2026. Est-ce que Patrick Fischer a mérité d'être prolongé? Ça, c'est une autre question parce qu'il faudrait le prolonger au moins de 2 saisons. Je me suis laissé dire que son contrat était renouvelé dès qu'il y a un quart de finale qui est atteint. OK. Donc, ça, c'est sûr que ça joue en faveur de Patrick Fischer. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin que ça et sans le tasser et le virer à 100%? Amener un coach de club suisse à la fin des playoffs, évidemment, parce que si on prend par exemple l'exemple d'un Yann Cadieux, d'ailleurs son nom vient de ressortir dans le chat, si on prend Yann Cadieux par exemple qui vient de gagner le titre, qui se joint à l'équipe de Suisse comme bras droit de Fischer pour les playoffs et d'arriver avec une espèce de coaching staff à 2 têtes, d'amener un nouveau message, un coach avec peut-être... on s'entend qu'Adieu, c'est un coach qui est dur avec ses joueurs. C'est pas un player's coach, mais pas du tout. Des fois jusqu'à... Heureusement qu'ils ont gagné, hein, je crois, parce que... Ça marche dans certaines occasions, ça marche pas dans d'autres, mais parfois, justement, tu as besoin de ce genre de coach. Puis justement, on vient d'enregistrer Overtime NHL, puis on parlait du coach de Vegas. Tu vois, à Boston, ça marchait super bien, Bruce Cassidy, mais à un moment donné, ce sont les joueurs qui ont dit, nous, on reste pas si lui reste, on n'est plus capable de sa méthode. Ça marche pas à long terme, ce genre de méthode de coach dur. Par contre, ça marche à court terme. Est-ce que dans un tournoi de 2 semaines et demie, un coach, et là, on parle de Cadieux parce que son nom est revenu dans le chat, mais est-ce qu'un coach comme Yann Cadieux, qui est assez dur, pourrait avoir un effet bénéfique dans la structure de la Suisse avec Patrick Fischer sans l'enlever, parce que tu as raison sur ce qu'il dit, sur ce que tu dis. Les joueurs de NHL viennent. Il a un bon contact avec les joueurs. Ses sélections d'équipe sont intéressantes. Mais par contre, le résultat n'y est pas. Donc, clairement, il faut amener un élément extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui utilisent des coachs de club parfois qui viennent aider ou qui s'occupent de certains tournois ou des anciens coachs de club. On n'engage pas nécessairement des coachs comme ici, là, avec des contrats avec la fédération pour tous les tournois professionnels masculins. Il n'y a pas tous les pays qui fonctionnent comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver avec une espèce de système hybride de oui, Patrick Fischer reste en place, mais on lui amène quelqu'un qu'on va choisir dans la saison ou pour la saison. Ouais, pour revenir à ta différence, c'est encore un truc nord-américain où là, on met un gars pour ce tournoi, c'est toi, pour la Spengler, c'est toi, etc. Culturellement, c'est pas comme ça ici. En Allemagne, ils font pas comme ça. Non, mais c'est ça, d'arriver avec une espèce d'hybride, d'amener ça veut dire que si tu fais ça, tu enlèves une partie du pouvoir de Patrick Fischer. Et je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais c'est que mon avis. Tu lui dis, écoute, c'était bien, mais on te met quand même machin, quoi, avec. Je sais pas. Je préférerais la solution de garder Fischer comme directeur des équipes nationales, responsable pour le technique, pour la passation avec les juniors, les équipes juniors, etc. Il connaît très bien les entraîneurs en place. C'est un secret pour personne. Et puis il connaît la philosophie qui a été mise en place. Il garde tout ça. Et dessous, on mettrait un autre coach qui continue de travailler avec Albelin, parce que je ne pense pas que c'est Tony Albelin le problème. Tous les joueurs louent son travail depuis des années, et c'est aussi grâce à lui si la Suisse a fait un pas dans la hiérarchie mondiale. Donc, il y aurait cette possibilité d'enlever Weibel, de mettre Patrick Fischer un step au-dessus, et puis de trouver un coach qui adhère à cette philosophie de Suisse Ice Hockey pour aller en tout cas jusqu'au bout du Mondial 2026 en espérant qu'il se termine le plus tard possible. Le truc là maintenant, c'est qui ? C'est ça. Est-ce qu'on veut... Et à ce moment-là, si Patrick Fischer est garant de cette philosophie au niveau de la direction des équipes nationales, est-ce qu'on doit vraiment s'entêter à prendre un coach suisse ? Oui, non, je sais pas. Est-ce que... Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que, selon toi, la Fédération suisse doit se poser la première question: qui peut remplacer Fischer, ou est-ce qu'on veut remplacer Fischer? Est-ce que c'est la première question Quelle première question tu dois te poser? Parce que... dans l'ordre, c'est est-ce qu'on veut, oui ou non. Pour l'instant, là, Weibel disait non, il ne démissionnera pas. Parce que si tu décides de tasser Fischer, puis je comprends la mentalité de vouloir absolument un sélectionneur suisse, et ça, je la comprends à 100%, mais tu dois quand même choisir le meilleur candidat pour l'équipe de Suisse, et s'il n'est pas en Suisse,
ben là, tu dois peut-être regarder un petit Mais peu plus large. C'est exactement ce que je dis. Mais pour ne pas perdre ce qui a été fait, parce qu'on n'a pas fait tout faux. Je veux dire, quand tu regardes les 2 derniers... Alors oui, le problème, c'est les matchs à élimination directe. Mais est-ce que c'est un problème mental? Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que l'analyse est toujours en cours. Mais là, ça fait quand même 5 fois de suite. 4 championnats du monde. Il y a eu le Canada, les USA, 2 fois les Allemands. Et puis une fois les Allemands, une fois les Finlandais au JO. Au bout d'un moment, c'est juste ce que je dis. En quart de finale. Voilà, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Mais tout le reste, je pense que le travail de fond, le jeu, on a vu une équipe de Suisse conquérante, on a vu une équipe de Suisse tournée vers l'avant, bien organisée défensivement. Ok, on a pris des buts contre la Lettonie, Van Pottelberg, on l'a vu un peu chancelant dans les premières minutes. Enfin, je pense que tout va dans la bonne direction. Après, parfois, il y a certains postes où on se dit on aurait peut-être trouvé mieux avec les blessures, les absents. Regardez Hoffman qui n'est pas là, ce genre de joueur-là. Il y a Noah Rod qui aurait peut-être pu lui donner un coup de main aussi. Puis on a un Saint-Heller qui est un petit peu en dessous sur le power play par rapport aux gars qu'il a autour de lui. Et bon, ça c'est des choix de sélection. Je veux dire, si tu bats l'Allemagne, tu ne parles pas de ça du tout. Donc, et puis après, il y a la question de la continuité. On se dit, voilà, on a progressé, on est monté du top 8 au top 6 mondial. On ne peut pas encore dire top 4 parce que, voilà, on ne passe pas au top 6. Donc, on est 5-6 par là. Et puis, on dit, grâce à cette continuité, on a réussi à avancer. On peut prendre un exemple inverse, c'est l'Allemagne, qui a changé de coach 3 fois. Donc, c'est 2018 avec Marco Sturm, argent olympique, médaille d'argent olympique. En 2021, avec Tony Söderholm, avant qu'il arrive à Berne, ils sortent les Suisses, 4e du mondial. Ok, ils perdent en petite finale, mais ils étaient à ça d'une médaille. Et puis cette année, Harold Kreis, qui sort la Suisse en quart de finale. Donc, en 5 ans, voilà. Comme quoi, un nouveau message peut quand même avoir un effet positif. Et Anthony dit, une Suisse qui n'aime pas le jeu dur, si tu ne gagnes pas les matchs qui comptent, le reste, ça ne sert à rien. C'est vrai que oui, on voit un pas en avant, mais c'est toujours le résultat est toujours le même. Oui, il y a un pas en avant dans la phase de groupe, mais dans les matchs où ça compte, et c'est certainement qu'un Noah Rod, qu'une sélection différente aurait pu faire un résultat différent, mais en même temps, on avait une très, très bonne sélection du côté de la Suisse. C'était une équipe franchement dangereuse dans ce tournoi. Donc, la sélection, je ne suis pas prêt à mettre le doigt sur la sélection était mauvaise. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui auraient pu venir aider? Oui. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui auraient pu venir aider qui étaient blessés? Oui. On parle Timo Meyer. Si ces 2 gars-là traversent parce qu'ils ne sont pas blessés, Akira Schmid devant la cage, mais quoique, je pense qu'on aurait gardé quand même l'expérience de Giannoni et de Meyer. Ça, c'est une autre décision. Meyer, est-ce que c'était le bon choix pour les quarts de finale? Si on prend par exemple ici un Noah Rod qui aurait amené peut-être cette espèce de grit, blessé également, donc la question ne se pose pas, mais quand on regarde quand même l'ensemble, cette équipe-là, elle était franchement très, très bonne. Tu un Gregory Hoffman dans le mix. Et c'est là où c'est un échec. Ce championnat du monde 2023 pour la Suisse est un échec. Et c'est là où je me demande, OK, des solutions, on en parle là, depuis une dizaine de minutes. C'est compliqué de trouver la solution parfaite. On n'est pas non plus dans la tête de ceux qui décident à la Swiss Ice Hockey. Mais il va devoir y avoir quand même quelque chose qui se passe. Parce que si on continue, qu'on garde le statu quo... J'ai juste peur qu'on soit dans la même situation dans un an, puis qu'on ait exactement le même discours, puis qu'on se pose exactement les mêmes questions, et que là, on se dise, là, on est en 2024. Donc, si on amène un nouveau coach, un nouveau sélectionneur, un nouveau staff à Swiss Ice Hockey pour l'équipe masculine, il nous reste 2 ans avant le championnat du monde en Suisse, très court, qui a un gros astérix à côté. C'est normal parce qu'il est à la maison, donc on va vouloir faire comme les Lettons cette année, aller chercher une grosse médaille, aller chercher un gros résultat. Là, le temps commence à presser. Là, on aurait 3 ans pour le faire. Si on attend l'an prochain, on va en avoir 2. Donc, honnêtement, ça va être de grosses discussions dans les prochaines semaines du côté de Swiss Ice Hockey. Oui, surtout qu'il y a encore quelque chose qui arrive en septembre du côté de Swiss Ice Hockey, puisqu'il y a l'élection du nouveau président, l'élection du président. Et si là, ça bouge, ça pourrait bouger en dessous. Et donc, avec les répercussions que j'ai évoquées tout à l'heure, avec pourquoi pas libérer Weibel, mettre Fischer à sa place, moi, je serais assez tenté de tester ça. Parce que comme ça, on change, mais Fischer reste en place. Il
faudra évidemment trouver la personne pour coacher avec Albelin et le deuxième assistant qui change régulièrement. C'est vrai que c'est... habituellement, bon, quand il y a quelqu'un qui arrive à la tête d'une fédération comme la Swiss Ice Hockey, va essayer de mettre un peu les personnes qui ça dépend. Qui vont le mieux avec lui, on s'entend. Il ne peut pas décider tout seul, hein, évidemment. Non, mais il va vouloir quand même essayer de placer ses personnes de confiance où il peut les placer. Et c'est là peut-être qu'on va avoir le plus de changements. Mais je suis quand même d'accord avec toi que Patrick Fischer, avec le travail qu'il a fait, doit rester quand même dans l'organigramme. Mais peut-être que son rôle pourrait changer. Et moi, je suis d'avis. Puis comme tu l'as prouvé avec... ça dépend aussi de chaque équipe, chaque club et tout, mais c'est vrai que l'Allemagne, en changeant de coach, réussit quand même à aller chercher des résultats puis à aller chercher des médailles qui parfois ne sont pas attendues du tout. Donc. Ça, c'est ce qui se passe un peu hors glace, mais quand on regarde sur la glace, on se disait, mais comment comment la Suisse a pu perdre ce match contre l'Allemagne alors qu'elle avait bien entamé le truc. Une des raisons, c'était les duels. Ils ont gagné leur duel contre le Canada, ils ont dû gagner leur duel contre la Tchéquie, etc. Et là, c'était, mais je ne sais pas, mais 3 sur 10, c'était pour eux, mais ça ne suffit pas pour gagner un match de hockey, quoi. Anthony a une très bonne question. Il pose tout simplement la question, pourquoi ne pas donner le poste à Albelin? Est-ce que tu serais prêt, toi, à le voir prendre plus de responsabilités au sein de l'équipe? 2 choses. Est-ce qu'il est suisse? Non. Est-ce qu'on veut garder un Suisse? Ça dépendra un petit peu. Puis 2, est-ce qu'il veut? Parce qu'il semble que c'est plutôt un gars qui travaille volontiers beaucoup, très bien, mais plutôt dans le rôle d'assistant, plutôt côté défenseur évidemment, après son immense carrière NHL. Mais je sais pas, ça dépendra de la fédération. Si on veut continuer dans la philosophie, on veut un coach suisse, alors c'est non. Si c'est pas une question de compétence, hein, là on est d'accord. Hein. Mais au bout d'un moment... qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire un step supplémentaire? Et si on n'a pas ce qu'il faut comme coach pour que l'équipe fasse un step supplémentaire, eh ben, allons le chercher ailleurs. Parce que l'objectif, c'est pas de gagner avec un coach suisse. Je veux dire, si la Suisse est championne du monde avec un laiton à la barre, ben, tant mieux, quoi. Personne ne dira rien. Exactement. Il y a Kevin qui dit, en parlant d'Albelin, ce serait intéressant et lui adjoindre un assistant coach qui connaît les Suisses, comme par exemple René Matt. Ça pourrait être une bonne option. René, d'ailleurs, qui a de l'expérience avec l'équipe française au mondial. C'est lui qui s'occupait des défenseurs de l'équipe de France jusqu'aux derniers mondiaux en 2022. C'est lui quand même qui a décidé d'arrêter pour cette année. Donc, est-ce que lui pourrait être intéressé? Il faut rappeler que oui, René Matt, c'est un Québécois, mais il a quand même maintenant la double nationalité. Donc, on peut quand même le considérer parmi les entraîneurs suisses. Il y a beaucoup, évidemment, de spéculation. Je comprends quand même, et je pense que tu seras du même avis, Jean-Philippe, je comprends la frustration des gens par rapport à ce résultat décevant de la Suisse. Elle était énorme. Là, évidemment, la poussière retombe. Nous, on est très calme. Je pense que si on avait fait l'overtime jeudi ou vendredi dernier, on aurait peut-être été un peu plus tranchant. Là, évidemment, on est un peu plus... Évidemment, on construit des attentes énormes quand on gagne 6 matchs sur 7. Puis après, il y a ce petit couac contre la Lettonie où on se dit « Ah, mais non, ça ira. Les gros sont dans les tribunes, donc ils vont revenir. Ça va le faire. » Et puis évidemment, alors après, c'est la déception. Puis tac. Mais à 2-1, on a vu que le 2-1, là, on s'est dit, ouais, c'est bon. On peut ranger, on peut plier. Ouais. Dommage, mais vivement l'année prochaine. Ouais, vraiment dommage, mais tout de même... Puis l'Allemagne aura, j'y pense maintenant, mais en 2027, c'est l'Allemagne qui aura le championnat du monde. Et là, je pense qu'il y aura des fan zones intéressantes aussi. Oui, certainement. Certainement. En espérant que cette espèce de complexe là, qui est en train de s'installer de la Suisse contre l'Allemagne ne durera pas trop longtemps. Ben, ça a été quand même un plaisir de vivre cette compétition hyper intéressante sur MySports. C'était la première année qu'on diffusait les matchs en intégralité du championnat du monde. Je pense que vous avez été plusieurs à être fidèles au poste, à suivre surtout les matchs de la Suisse. Ce devrait être le cas également pour les prochaines années. Donc, à suivre sur MySports, cette compétition du championnat du monde 2024, évidemment, l'année prochaine. Et je pense que peu importe qui sera derrière le banc, Jean-Philippe, avec la Suisse dans le top 6, on peut le dire ouvertement, cette Suisse-là est dans le top 6. Je
pense que pour l'année prochaine, c'est encore une fois de se rendre en demi-finale et d'espérer une médaille pour cette équipe. Il n'y a pas d'autre objectif Non, je crois pas. Non, à avoir. Non. Gagner peut-être que 5 matchs sur 7. Et en gagner un quand ça compte. En gagner un après, peut-être. Ouais. Non, mais effectivement, je pense que l'équipe est aussi quand même très différente avec ou sans les apports nord-américains. Donc, on va pas non plus espérer que les Suisses se fassent éliminer tôt dans les playoffs de NHL juste pour les avoir là. Hein. On serait aussi tout content de voir un Suisse en finale de National Hockey League, quoi. Ouais, ou plusieurs. Ouais, ben c'est ça, là tu dis plusieurs. Quand même les Devils qui sont en ascension aussi du côté de la NHL. Donc est-ce qu'on va revoir l'an prochain Ischier, Siegenthaler, Schmid ou Meyer s'ils signent évidemment avec les Devils? Ça, c'est d'autres questions. Donc oui, c'est dommage de ne pas avoir profité de cette fenêtre où on avait quand même beaucoup de joueurs. C'est la même chose pour Fiala avec les Kings de Los Angeles, une équipe qui est de plus en plus dangereuse et qui a beaucoup de potentiel. Donc à voir à quoi ressemblera l'équipe la saison prochaine, mais peu importe. On a un championnat et une qualité de joueurs suisses qui évolue ici en Europe qui est très, très forte. Et si on peut jumeler à ça des joueurs de NHL, je pense qu'on ne peut pas avoir autre chose qu'un espoir de médaille pour la Suisse pour les prochaines années. Malgré l'élimination en quart, il y a quand même un gars qui m'a surpris positivement, c'est Marco Miranda. Ouais. Marco Miranda, la première fois qu'il avait été appelé en équipe de Suisse, c'était pour un tournoi, pour un camp avec les youngsters et tout ça, de développement. Et puis même là, il venait d'arriver à Genève. Et puis j'avais demandé à Patrick Fischer, pourquoi lui? Parce qu'à Genève, il n'était encore pas le Marco Miranda qu'on a vu en play-off cette saison, par exemple. Et puis il m'avait dit, tu verras, ça, c'est un joueur, il a besoin encore de 2-3 ans. Tu verras que ce sera un des meilleurs joueurs de sa génération avec l'équipe de Suisse. Et puis, j'avais de la peine à le croire au moment où il m'avait dit ça. Et puis là, maintenant, force est de constater que Marco Miranda a fait des progrès hallucinants. Encore plus en français que sur la glace, d'ailleurs. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Et on voit que c'est un joueur qui utilise son corps comme il faut, qui sait marquer, qui sait faire marquer, qui sait jouer à 4. Qui peut être pas désagréable sur un powerplay si vraiment il faut remplacer. Ouais, vraiment, il m'a plu. Et puis, il était dans cette ligne avec As, si je me trompe pas, où ça fonctionnait bien. T'as raison. Et pour Miranda, ça a vraiment commencé en play-off. On a vraiment vu. Puis tout au long de la saison, il y a eu une belle progression de Marco Miranda. Mais c'est vrai qu'en play-off, on a vraiment vu le joueur prendre un gros pas en avant. Et ça s'est poursuivi pour lui lors de ce championnat du monde. On prend un dernier commentaire dans cette saison 3 d'Overtime. C'est Chuck Morris qui dit « Ce qui fait le plus mal avec les joueurs suisses venus d'Amérique du Nord, c'est le coût versus les résultats. Ces assurances coûtent cher et je préférais les voir dépensées par la Ligue suisse pour les femmes ou la relève. » Donc, lui, il met évidemment en parenthèse l'idée de faire des U22. C'est pas vraiment top au passage. Je suis du même avis que Chuck. Mais je comprends son point de beaucoup d'argent investi, pas vraiment de retour sur l'investissement. Et c'est vrai que certaines ligues, comme les ligues féminines ou U20 et compagnie, auraient besoin parfois d'un peu plus d'argent. Je ne sais pas si t'es... En même temps, on a une médaille aujourd'hui, puis on dit que c'est de l'argent bien investi du côté des joueurs des NHL. Je pense que quand tu as la chance d'avoir des joueurs de NHL qui veulent venir à ce mondial, surtout que la Suisse n'a pas non plus, comme la Suède, 80 joueurs de Suédois en NHL. Si c'est pas plus, j'ai pas le chiffre exact évidemment, mais les Suisses ont très peu de joueurs de NHL. Je pense que quand tu peux compter sur ces gars-là, puis c'est des joueurs qui ont des rôles importants dans leurs équipes, hein, que ce soit Josi, que ce soit Ischier, qui est capitaine aux Devils. Enfin, voilà, ils ont tous des rôles plutôt importants. Siegenthaler, qui est un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue. Et soyons honnêtes, évidemment, Ischier n'a pas joué tous les matchs.
Mais les matchs qu'il a joués, sauf le quart de finale, il était franchement dominant. Moi, j'ai beaucoup aimé Nico Hischier. Les quelques matchs qu'il a pu jouer dans la ronde préliminaire, on voyait quand même que... Non, mais il n'y a pas photo. Il est pas où l'un il des est. meilleurs centres two-way de la Ligue nationale de hockey. Il est encore en lice pour le... Oui, il est en lice pour trophée, le trophée, le meilleur attaquant défensif de la NHL. Et soyez pas surpris s'il remporte ce trophée. Oui, il y a Patrice Bergeron, mais reste que Nico Hischier est en train vraiment de faire sa marque. Il a encore quelques années par rapport à Bergeron pour aller chercher celui-là. Aussi. Mais non, donc je trouve intéressant quand même le commentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui doit être mis également sur d'autres ligues, mais je comprends la Suisse de vouloir miser sur les joueurs de NHL quand ils sont... Il y a quelque chose qui a changé aussi à la fédération dans la répartition de l'argent reçu par notamment les droits de diffusion qui étaient séparés, qui étaient versés à la Swiss Ice Hockey, qui reversait ensuite à la Swiss League et à la National League suivant les contrats, etc. Et là, le paradigme a changé. C'est la National League qui encaisse, parce que c'est elle qui a négocié, et qui ensuite dit, ah ben voilà, cette partie-là, c'est pour Swiss Ice Hockey. Et puis avant, la répartition était faite de telle manière que Swiss Ice Hockey était largement bénéficiaire par rapport à d'où venait vraiment l'argent. L'argent généré, il est généré par le championnat. Donc, et Swiss Ice Hockey prenait une bonne part de ça. Et là, la National League a dit non, on rééquilibre. Je ne vais pas parler de chiffres exacts parce que je ne les ai plus en tête. On rééquilibre et le budget général de Swiss Ice Hockey a baissé. Voilà, il y a aussi des choses là qui peuvent avoir joué un rôle dans le fait lié aux commentaires là, en disant on veut plus d'argent pour la relève, plus d'argent pour les féminines. Alors oui, je comprends. Mais au niveau de l'opinion publique, en général, est-ce que si on dit non, on ne prend pas Fiala parce qu'on ne peut pas payer son assurance pour une fédération suisse, même si la réalité est ce qu'elle est, ça fait un peu moche quand même. Ouais. On aimerait quand même que les meilleurs soient au championnat du monde. Évidemment. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir nos meilleurs joueurs si on veut espérer quelque chose. Voilà donc qui va mettre fin à notre émission, la toute dernière émission de la saison d'Overtime. On a la question de Marc qui nous demande est-ce que vous pourriez faire une émission mensuelle pendant l'été? Ce serait sympa d'avoir votre avis régulier pendant l'été. Malheureusement, avec toutes les vacances qui arrivent, c'est assez compliqué d'organiser des émissions pendant l'été. Par contre, on va être de retour dans quelques mois à peine, début septembre. Donc, on prend une pause de 3 mois, si ce n'est pas un petit peu avant fin août, parce qu'il y aura le début de la Champions Hockey League également. Donc, on va revenir évidemment avec la 4e saison à d'Overtime dès la fin de l'été. Je veux quand même prendre quelques secondes pour remercier tout le monde qui ont participé à Overtime. Cette émission-là est agréable à faire en grande partie grâce à vous, qui êtes toujours hyper participants sur nos chats, qui envoient beaucoup de questions, des commentaires, toujours dans le respect. Ça, c'est très important et on vous en remercie grandement. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre saison d'Overtime. Jean-Philippe, merci pour cette heure de lunch. Merci à toi. Et on se retrouve donc à la fin de l'été pour parler de National League, de CHL. Et pour ceux qui sont intéressés, il y aura cette semaine un nouvel épisode d'Overtime NHL également préenregistré, tout comme à la fin de la grande finale, il y aura une autre émission, donc un petit bilan de la NHL. Sur ce, passez une excellente semaine et à tout bientôt. Bon été. Ciao, ciao.